Aujourd'hui, on parle de la France. Que s'est-il passé durant les 2 mandats de Macron? Installe-toi, je vais te faire un résumé. Alors, que s'est-il passé en politique intérieure sous Macron? Macron est le roi du chamboulement politique. En 2017, il a détrôné les partis traditionnels avec La République en marche. C'était une révolution politique. Mais ça n'a pas duré. Les Gilets jaunes en 2018 furent une révolte contre les taxes sur le carburant qui a exposé une fracture sociale profonde. Ce mouvement, spontané et sans leader, a secoué le pays pendant des mois. Il a essayé de calmer la situation avec un grand débat national, une série de discussions locales à travers tout le pays, plus de 10 000 rencontres publiques. Mais même si les Français ont apprécié d'être écoutés, les résultats concrets étaient très limités. Beaucoup ont vu ça comme un exercice de communication plutôt qu'une vraie réponse aux problèmes. Et après, il y a eu la crise du Covid. Cette crise a changé la donne. L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. Confinement, couvre-feu et une politique économique du quoi qu'il en coûte pour éviter l'effondrement. Mais cette gestion a laissé un goût amer. Les Français ont reproché au gouvernement son manque de clarté, notamment sur les masques et les vaccins. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. Macron a quand même été réélu en 2022, mais ce n'était pas une balade de santé. Son opposition était divisée, ce qui a joué en sa faveur. Cependant, son parti a perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Il est passé d'un leader incontesté à un président qui doit constamment négocier pour gouverner. À partir de là, il s'est appuyé sur l'article 49.3. C'est un outil constitutionnel qui permet au gouvernement de faire passer une loi sans vote, sauf si une motion de censure est adoptée. Macron l'a utilisé plusieurs fois, notamment pour des réformes controversées comme celle des retraites. Cela a mis de l'huile sur le feu des protestations. Les retraites sont un sujet sensible en France parce que c'est un symbole. Modifier l'âge de la retraite touche directement la qualité de vie des gens. Macron voulait le faire passer de 62 à 64 ans. Pour beaucoup, c'était la goutte d'eau, surtout après des années de tensions sociales. Aujourd'hui, la France reste divisée. Les grèves paralysent régulièrement des secteurs clés comme les transports et l'éducation. Les sondages montrent une confiance faible envers le gouvernement. Et avec les tensions grandissantes, certains se demandent si les institutions françaises peuvent continuer à absorber ces secousses. La question est maintenant, que peut faire Macron pour reconstruire la confiance? La prochaine étape sera cruciale. Soit il réussit à rassembler le pays, soit les divisions risquent de s'approfondir encore plus. Et honnêtement, c'est une équation très compliquée. Passons à l'économie. La situation est-elle aussi tendue dans ce domaine? C'est le moins qu'on puisse dire. En 2017, Macron a voulu secouer les choses en réformant le droit du travail pour le rendre plus flexible. Ça a plu au patronat, mais du côté des salariés, beaucoup ont vu ça comme une précarisation accrue. Ce n'était que le début. Les Gilets jaunes ont joué un rôle ici aussi. Leur mouvement était une réponse directe à l'injustice économique ressentie par une grande partie de la population. Entre les taxes sur les carburants et le coût de la vie qui grimpe, Macron a dû réagir vite en annulant certaines taxes et en augmentant le SMIC. Mais le mal était fait. La fracture entre les élites et le peuple s'était encore creusée. Puis est arrivée la pandémie qui a impacté l'économie française. La France a plongé dans une récession historique. Le PIB s'est contracté de 8% en 2020. C'est énorme. Macron a lancé des mesures d'urgence avec des dépenses atteignant 200 milliards d'euros. Ça a permis de limiter la casse, mais ça a aussi gonflé la dette publique à des niveaux records. Alors après la pandémie, ont-ils réussi à redresser la barre? Pas vraiment. Les Jeux Olympiques de 2024 ont donné un petit coup de pouce temporaire avec 0,4% de croissance en plus. Mais les problèmes structurels sont restés. Consommation des ménages faibles, investissement privé timide et une dette publique dépassant 110% du PIB. Les réformes comme celle des retraites avaient bon pour objectif de réduire cette dette. Mais en voulant repousser l'âge de la retraite,
Macron a déclenché une nouvelle série de grèves et de protestations massives. Ces réformes étaient essentielles sur le papier, mais politiquement, c'était un véritable champ de mine. La situation budgétaire actuelle est, disons, difficile. En 2023, le déficit public a dépassé les attentes avec 5,5% du PIB, bien au-dessus de la cible de 4,4%. La dette totale dépasse 3 200 milliards d'euros et pour 2025, le gouvernement prévoit des mesures d'austérité drastiques. Mais avec l'instabilité politique, il n'est pas sûr que ces mesures passent. Donc, tout repose sur un équilibre fragile entre relance et austérité. Si ça ne fonctionne pas, la France risque de perdre encore plus de crédibilité sur la scène économique mondiale. Mais les Français sont résilients. Je pense que les erreurs, on les fait quand on pense qu'il n'y a plus de risque, qu'il n'y a plus d'erreurs à commettre. Maintenant, parlons d'industrie et d'énergie. La France a fait des progrès ou reste-t-elle en retard dans ces domaines? C'est un mix des deux. Depuis 2017, Macron a misé sur une stratégie de réindustrialisation. 300 nouvelles usines ont vu le jour, ce qui est encourageant après une décennie marquée par des fermetures massives. Mais le commerce extérieur reste un problème majeur, avec un déficit qui dépasse 85 milliards d'euros. Et pour l'énergie, où en est-on? Macron avait d'abord promis de réduire la part du nucléaire, mais la crise énergétique mondiale l'a obligé à revoir sa copie. Du coup, il a annoncé la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires pour sécuriser l'approvisionnement énergétique. Les énergies renouvelables progressent, mais lentement. La France a investi dans l'éolien et le solaire, mais des blocages administratifs et des oppositions locales ralentissent les projets. En parallèle, Macron a promis de sortir du charbon d'ici 2027, un objectif ambitieux mais nécessaire pour respecter les engagements climatiques. Malgré tout, le nucléaire reste central. La France dépend toujours à 70% du nucléaire pour son électricité. C'est une force, mais aussi une vulnérabilité si des problèmes techniques ou politiques surgissent. De plus, la population est divisée sur le sujet. Beaucoup soutiennent le nucléaire pour ses faibles émissions de CO2, mais d'autres craignent les risques environnementaux et veulent une transition plus rapide vers les renouvelables. Et avec la hausse des prix de l'énergie, les tensions sont palpables. Sur le plan européen, Macron pousse pour une souveraineté énergétique européenne. Il veut réduire la dépendance au gaz russe et renforcer les chaînes d'approvisionnement locales. C'est une vision ambitieuse, mais qui nécessite une coopération solide entre les États membres. Alors, la France peut-elle devenir un leader en énergie durable ? On arrive à la dernière partie, les affaires étrangères. Quelle a été la stratégie de Macron dans ce domaine? Macron s'est positionné comme un fervent défenseur de l'Europe. Il a plaidé pour une Union européenne plus forte, notamment avec les fonds de relance post-Covid. Mais ses ambitions pour une défense européenne unifiée ont souvent été freinées par d'autres États membres. Avec les États-Unis, les relations n'ont pas été stables. Sous Trump, c'est étendu. Désaccords sur le climat, tensions commerciales. Sous Biden, il y a eu un réchauffement, mais la méfiance reste. Et l'affaire des sous-marins AUKUS en 2021 a été un choc. L'Australie a annulé un contrat gigantesque avec la France au profit des États-Unis et du Royaume-Uni. Avec la Russie, Macron a essayé de jouer le rôle de médiateur. Avant l'invasion de l'Ukraine en 2022, il a tenté de maintenir un dialogue avec Poutine. Mais dès que la guerre a éclaté, la France s'est alignée sur les sanctions européennes et a même envoyé des missiles Scalp pour aider l'Ukraine. Une posture ferme, mais risquée. Avec la Chine, Macron a une relation délicate. Il veut des accords économiques, comme avec Airbus, mais il critique aussi la Chine sur les droits humains. Macron essaie de maintenir une indépendance stratégique, ce qui est un exercice d'équilibriste dans la rivalité États-Unis-Chine. Pour finir, l'Afrique, c'est normalement un terrain traditionnel pour la diplomatie française. Mais là, c'est compliqué. Macron a promis de moderniser les relations avec l'Afrique, mais plusieurs pays, comme le Mali et le Niger, ont demandé le retrait des troupes françaises. Une montée de l'opinion anti-française en Afrique a fragilisé l'influence de la France sur le continent. Globalement, qu'est-ce que tout ça signifie pour la France? La vraie question n'est pas si la France peut garder une place, mais si elle peut encore inspirer confiance en tant que leader crédible.
Alors, si on résume tout ça, où se trouve la France aujourd'hui dans ce tourbillon de changements ? La France est à un point critique. D'un côté, elle conserve une position centrale grâce à son histoire, sa diplomatie et son rôle en Europe. Mais de l'autre, elle est freinée par une classe politique souvent perçue comme déconnectée des réalités du peuple. Les gouvernants peinent à offrir une vision claire et mobilisatrice pour l'avenir. Quelles sont les conséquences ? Si ce fossé entre dirigeants et citoyens continue de s'élargir, la France risque de perdre non seulement son unité interne, mais aussi sa voix sur la scène internationale. Pour revenir sur le devant de la scène, elle doit d'abord résoudre ses propres contradictions et rétablir un contrat de confiance entre ses institutions et son peuple. Un défi immense, mais peut-être nécessaire. Abonne-toi et lâche un like pour nous soutenir.